Bon, pour ceux qui débarquent, je lance ma marque de kit carrosserie Finalita. J'ai conçu et je fabrique le premier kit pour la BMW M2G87. Dans cette vidéo, j'attaque les finitions pour des pièces carbone de qualité. Si tu veux suivre l'avancement du projet en temps réel, abonne-toi à mon Instagram. Bon, sortir la pièce carbone du moule, ça c'est fait. Faire la découpe, c'est fait. Maintenant, il faut faire en sorte que la pièce carbone, elle soit un minimum jolie. Parce que là, bon, dans l'état où elle est, c'est pas comme ça que tu vas la vendre. Et c'est là que tu te rends compte que fabriquer la pièce d'un point de vue fabrication, c'est pas la partie la plus fastidieuse. Par contre, faire en sorte que ça soit joli, propre, bien brillant, là, c'est le début des hostilités. Donc faire en sorte que ça soit bien brillant, pour le coup, c'est une première pour moi. Alors, j'ai déjà vu des trucs sur internet. J'ai posé des questions à des carrossiers, machin, etc. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est autre chose. Donc je peux le dire, faire des finitions sur le carbone, c'est une première pour moi. Alors, les experts en carrosserie composite de père en fils depuis 47 ans, option je sais de quoi je parle, c'est votre moment. Dites-moi ce qui va ou ce qui ne va pas. Comme ça, moi personnellement, je m'améliore et on avance. Donc première chose, je mets un coup de ponceuse léger, histoire de faire propre. Enlever tous les petits pics. Voilà, faut faire nickel avant de passer la première couche de résine. Pour le coup, rien de compliqué. Ça m'a pris 5 minutes à tout casser. Maintenant, à voir ce que ça donne sur 25 pièces, mais bon, ça va. Une fois que tout est bien propre, ça part sur une première couche de résine. Première couche de résine appliquée au pinceau. Oh mon dieu, le sacrilège. Alors en fait, je t'explique. Si j'avais un pistolet peinture, un compresseur et une cabine de peinture mise à ma disposition, évidemment que je l'aurais fait au spray. Là, tu te doutes bien, je suis sur mon bureau, donc je le fais au pinceau. Pas le choix. Alors oui, le rendu ne va pas être le même. Oui, je vais devoir poncer comme un malade derrière, histoire de faire propre, histoire de bien tendre les surfaces, d'avoir des surfaces nickel, mais pas le choix. Dans tous les cas, ça va remplir son objectif principal qui est de recharger la fibre en résine. À partir du moment où cette mission est remplie, tout est bon pour moi, même s'il faut passer des heures derrière. Une fois que c'est bien sec, il faut poncer. Et là, première erreur stratégique de ma part. Donc je ponce avec la ponceuse circulaire et le reste à la main, sans cale. Oh le con. Alors ça a été rapide. Quoique, j'y ai bien passé une bonne heure et demie. Le résultat, alors la pièce, tu la regardes, de loin, ça fait propre. T'as l'impression que la pièce, elle est nickel. Maintenant, tu passes la main, tu touches les surfaces, tu vois, tu sens qu'il y a des petits gondolements, tu sens qu'il y a des petits défauts. En fait, tu sens que les surfaces, elles sont pas bien tendues. Et ça, c'est clairement dû au fait que j'ai poncé à la main sans cale. Comme on dit, c'est beau de loin, mais c'est loin d'être beau. Du coup, j'en ai parlé à des collègues. Et ils m'ont dit, cherche pas, la ponceuse circulaire, c'est bien, mais tu peux vite te retrouver à faire des escaliers, c'est-à-dire à créer des différences de hauteur dans la pièce. Et puis passer à la main, ça sert à rien, il faut passer à la cale. Si tu veux des surfaces bien droites, faut une cale pour poncer. Alors tu vas me dire, c'est logique. Oui, mais si tu l'as jamais fait, tu peux pas le savoir. Alors heureusement que c'est une pièce test, parce que là honnêtement, je sais pas du tout si c'est rattrapable. Maintenant la connerie elle est faite, je le referai pas sur les prochaines pièces de production. Maintenant moi je suis fixé. Du coup ce que je fais c'est que je mets une deuxième couche de résine, histoire de faire bien propre. Et au pinceau, encore une fois. Donc je fais en sorte que la couche soit bien homogène, de remplir tous les petits trous à la con. Et puis on va pas se mentir, c'est une étape très satisfaisante du projet. Voir la résine remplir la moindre cavité, effacer toutes les petites griffures que tu as fait au papier de verre. Vraiment, quand c'est la première fois que tu fais ça, tu as l'impression que c'est de la magie le truc. C'est beau, c'est la passion du tuning. Alors le résultat il est ce qu'il est, c'est joli, mais c'est pas parfait. La pièce elle est bien brillante, c'est cool, mais elle est pas bien tendue. Tu vois des petits défauts, tu vois que la lumière elle reflète, ça fait des vagues. Et c'est normal, c'est l'application au pinceau et la surface en dessous qui était déjà un peu gondolée, donc je l'avais vu venir. Si seulement dès le début j'avais une cabine de peinture sur ma terrasse de 2 mètres carrés, on n'aurait pas eu ce problème. Maintenant c'est pas le cas, on avance. Bon du coup, rebelote, ponçage. Ponçage final avant d'envoyer la pièce chez le carrossier peintre. Là le but c'est de faire la pièce bien propre, comme ça lui il a juste appliqué le vernis en spray, histoire de rendre la pièce bien miroir, bien glossy. Du coup cette fois j'ai réfléchi un peu en amont, j'ai fabriqué une cale, super. Et c'est pas n'importe quelle cale, c'est une cale sur mesure adaptée aux pièces que j'ai dessinées. Par exemple, là, tu vois sur les lettres que je suis en train de faire, tu as un congé avec un rayon de 20 mm. Et devine quoi, la pièce que je suis en train de dessiner, elle a un congé d'un rayon de 20 mm. Alors c'est tout bon, mais au moins je m'assure d'avoir des surfaces bien tendues, bien droites, sans trop me prendre la tête. Et puis avec le dessin de cette cale, je devrais pouvoir passer à peu près partout sans problème sur toutes les pièces du kit. Voilà, on essaye de voir développement durable. C'est pas j'imprime une cale pour chaque pièce, c'est pas logique. Bon du coup là c'est pas bien compliqué, faut se mettre au boulot, faut poncer. Allez c'est reparti. On y va tranquillement, on y va sérieusement. Le but c'est de faire le moins de conneries possible. Donc je prends mon temps et concentration totale. Et mine de rien, c'est une étape qui est assez longue si tu reprends depuis le début. Surtout que là, le taux horaire, il est explosé, mais ça c'est pour mon cas. Mais admettons, je vais embaucher quelqu'un pour fabriquer les pièces carbone. Tu n'embauches pas n'importe qui, il faut que ce soit un mec qui soit qualifié, qui
qui a un vrai savoir-faire avec le carbone et la carrosserie en général. Et puis c'est pas un travail évident, hein. T'es pas derrière le PC, sous la clim, tranquillement. Là, ça reste un travail dur qui demande un vrai savoir-faire et une vraie qualité de travail. Donc le mec, tu le payes pas au SMIC. Alors évidemment, moi j'y ai passé 20 ans parce que j'y connais rien. Donc si je répercute mon taux horaire sur les finitions, la pièce, je dois la vendre à un prix qui est invendable. Mais dans tous les cas, c'est une étape qui est indispensable. L'objectif, ça reste de faire des pièces de qualité avant tout. Même si l'étape de finition est une étape qui coûte très cher. Mais ça reste à moi derrière d'optimiser les processus de fabrication, d'optimiser les coûts sur l'achat de la matière première. Il y a énormément de leviers pour réduire le coût de fabrication, mais s'il y a bien une étape qui est importante, c'est la finition. D'abord, on fait des pièces nickel, ensuite on voit comment gagner un peu plus de sous. Là, si je compte mon taux horaire, il est clair et net que je suis pas rentable. Mais pour lancer l'entreprise, je vais pas vendre les pièces à 15-20 000 euros. Hein, c'est hors de question, je vais jamais en vendre. Donc on serre un peu la ceinture, on apprend, on s'améliore et petit à petit on avance. Bon, une fois que la pièce est finie et que les surfaces sont bien lisses, bien droites, bien tirées, bien nickel, faut envoyer la pièce chez le carrossier et c'est le carrossier qui s'occupe du reste. J'ai plus rien à faire. Et là, c'est magique. Là c'est la puissance de la sous-traitance. Tu ne te soucies plus de rien, juste aligne les billets. Et vraiment, mentalement, c'est la tranquillité absolue. C'est-à-dire que tu déplaces ta responsabilité chez quelqu'un d'autre. C'est cette autre personne qui est responsable de la qualité. Et là, tu te libères de la charge mentale, comme on dit. Tu m'étonnes qu'une grande majorité des boîtes aujourd'hui passent par de la sous-traitance. C'est un gain de temps, c'est clair et net, mais c'est un gain de tranquillité qui est indéniable. C'est-à-dire que la responsabilité du travail, tu la déportes chez quelqu'un d'autre. C'est pas pour rien qu'on a désindustrialisé la France. C'est bien plus simple de faire des bureaux de conception, des bureaux d'ingénierie, et de faire produire le reste, je sais pas où, en Europe ou en Asie. Mais bon, d'un point de vue personnel, faire la 3D, les dessins, etc., c'est bien, mais c'est encore plus cool si c'est toi aussi qui les fabriques. Donc c'est-à-dire que si tu as une boîte qui fait de A à Z le processus de fabrication de la pièce, du premier croquis à la sortie de la production carbone, là c'est tout de suite plus stylé, de mon point de vue évidemment. Alors c'est sûr que si je faisais fabriquer les pièces par un autre, soit un mec en Italie, en Espagne ou même en Chine, là le kit de la M2 il serait plié depuis 20 ans là, c'est sûr. Hein, il serait fini, j'en aurais vendu déjà 50. Bon après, l'investissement initial c'est pas le même. Honnêtement, j'aurais pas pu me payer une production de 50 pièces, mais j'aurais pas eu la fierté que j'ai aujourd'hui de le produire moi-même. Et puis surtout, je n'aurais pas eu l'indépendance que j'espère avoir dans 10-15 ans où je pourrais gérer le processus de A à Z. C'est-à-dire que si lundi je me réveille, j'ai envie de dessiner une pièce et la fabriquer, le vendredi, c'est limite la pièce elle est fabriquée parce que j'ai toutes les machines à la maison, j'ai la ligne de production sur place. Enfin, c'est un gain de temps sur la finalité. Au début, c'est extrêmement difficile. Je galère comme pas possible à apprendre des trucs à la con de carrosserie, de ci, de ça, de poncer. J'en ai ras-le-bol. Mais dans 10 ans, ça paiera, c'est sûr. Donc on continue, on avance, on baisse pas les bras. Et un jour, on va réussir à produire des pièces en carbone, là, à l'appel, là. Il serait temps de bouger un peu les choses et de relancer la production en France. Donc voilà, j'ai appris énormément de choses pour la finition d'une pièce carbone. Maintenant, pour la première production du kit, il va pas falloir se rater, tout simplement. Bon, maintenant j'aimerais aborder les questions que j'ai posées dans les dernières vidéos que j'ai postées cette semaine, à la fois sur YouTube Short et à la fois sur les réels Instagram. En plus, il y a eu énormément de commentaires, donc déjà pour ça, je vous remercie. Parce que mine de rien, les commentaires, ça fait travailler l'algorithme. Donc le fait que tu commentes les vidéos, ça met encore plus en avant mes vidéos. Parce que si tu commentes une vidéo, tous les mecs qui te suivent, ils voient que tu as commenté la vidéo. Donc ma vidéo est mise en avant sur leur fil d'actualité, etc., etc. Ce qui fait que ça crée des vues, des likes. Dans tous les cas, ça fera pousser la vidéo et ça va permettre de faire découvrir mon projet à plein de nouvelles personnes. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Plus il y a de vues, plus Finalita gagne en notoriété. Et donc plus elle gagne en notoriété, plus la marque est attractive et plus tu as envie d'acheter un kit carrosserie Finalita. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de secret dans le monde dans lequel on vit. La notoriété, malheureusement, elle fait partie des points les plus importants pour qu'un business fonctionne. C'est plus t'es vu, plus tu vends. Bon. Après, rien n'empêche qu'il faut faire des produits de qualité non plus. Oui, donc la première question que j'avais posée, c'était est-ce qu'il est plus intéressant que je fasse du stock ou que je crée les kits à la demande? Donc dans tous les commentaires qu'il y a eu un bon paquet de commentaires. Énormément m'ont conseillé de produire à la demande parce que tu immobilises moins d'argent. Créer du stock, c'est immobiliser de l'argent. Ça prend de la place, donc c'est un coût. Maintenant, le problème, c'est que quand tu n'as pas de stock, du coup, tu as un délai de livraison. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer le kit en une semaine, il faut le produire. Donc, tu en as bien pour un mois de production, sans compter la livraison, etc. Donc, ça peut freiner la vente. Et donc, le point où j'en étais arrivé, c'était faire un mélange des deux. Tu crées un mini stock que tu réapprovisionnes petit à petit.
Donc je sais pas, par exemple, je produis les 2 premiers kits et je les vends et dès qu'il me reste un kit en stock, eh ben, j'en reproduis un. Ce qui du coup se résumerait à faire de la demande, sauf que tu as toujours un kit en stock, donc tu enlèves ces délais de livraison. Alors pourquoi pas? Sauf que là, j'ai commencé à faire les calculs de coûts de fabrication, l'achat de la matière première, en gros tous les investissements que j'ai à faire pour produire un kit. Et mine de rien, c'est une belle somme d'argent. Et je ne pense pas que je vais pouvoir me permettre d'investir cette somme d'argent à chaque fois. Alors que si je fais la demande, c'est le client quand il achète, et une fois qu'il a acheté, moi je peux acheter la matière première avec l'argent du client. Donc ça, c'est encore en cours de réflexion. À mon avis, je vais commencer la demande, étant donné que j'ai pas de trésorerie. Et après, au fur et à mesure que la trésorerie va monter, peut-être que je commencerai à créer des stocks pour raccourcir au maximum les délais de livraison. Disons que c'est un point ultra technique. À mon avis, j'ai posé la question un peu tôt. Je vais devoir voir avec le temps ce que ça va donner. Donc on va dire que j'ai un début de réponse qui est de faire une production à la demande, mais le but ça va être de faire évoluer ça vers une production mi-stock, mi-demande. Donc affaire à suivre. La deuxième question que j'avais posée, c'était donc sur cette vidéo, voilà, est-ce que tu préfères une finition brillant ou une finition satinée sur les kits carbone? Ça pour le coup c'est une question qui est vraiment importante dans le sens où avoir un avis général, ça me permettrait de voir un peu les tendances qu'il y a. Sachant que j'ai quand même ma petite idée en tête, mais c'est quand même bien de savoir ce que pensent les gens. En majorité, ça a été, on le voit, brillant, vernis satiné, donc il y a eu un brillant. Alors, de souvenirs de ce que j'avais regardé, c'est beaucoup brillant. Et ce qui est normal, hein. Techniquement c'est le plus joli et puis c'est surtout ce qui va le mieux avec une grande quantité de peinture. Aujourd'hui le carbone satiné, on le voit beaucoup, notamment dans les intérieurs, surtout les intérieurs Porsche, Lamborghini aussi s'y est mis il me semble, mais même Ferrari. C'est beaucoup le carbone satiné, tu le vois en intérieur et le carbone brillant tu le vois sur les pièces extérieures. Est-ce qu'il y a une raison technique derrière ce choix par les grands constructeurs? Très certainement. Il se peut que le carbone satiné marque plus rapidement et quand il marque, ça doit très certainement se voir plus. Donc le moindre gravillon, à mon avis, ça se voit. Sur le brillant, peut-être le fait que ça soit brillant, je ne sais pas. Ça franchement, je te le dis sans aucune grande conviction, mais il y a peut-être une raison à ça. Bon après, il y a aussi le fait que le carbone brillant est beaucoup plus commun. C'est ce qu'on voit le plus, hein, clairement. Donc ça choque moins le fait de voir des pièces carbone brillant comparé à des carbones mat ou des carbones satinés. Moi, personnellement, je préfère clairement le carbone satiné. Maintenant, à mon avis, on s'en fiche un peu. Le but, c'est quand même de plaire à un maximum de monde. Je vais pas imposer le carbone satiné si personne peut voir du carbone satiné. Je le ferai peut-être sur ma voiture personnelle, quand j'aurai une voiture personnelle. Pour la grande majorité des clients, à mon avis, ça sera du carbone brillant. Beaucoup m'ont dit, t'as qu'à faire à la demande. C'est-à-dire, tu fais, si le mec il veut du satiné, tu fais du satiné. Si le mec il veut du brillant, tu fais du brillant. Oui. Mais ça me causerait des problèmes de logistique. Enfin, en vrai, c'est encore dans ma tête, j'en suis pas sûr. Mais en gros, ça me demanderait une autre organisation, histoire de, en gros, produire les pièces jusqu'à l'étape de vernis. Et une fois que la pièce, elle est commandée, appliquer le vernis en fonction de la demande. Donc, c'est un processus à mettre en place. Donc, c'est en réflexion. Je pense que pour commencer, je vais produire les pièces avec du carbone brillant. Ça sera un bon début. Et si commence à avoir de la demande sur du carbone satiné ou du carbone mat, peut-être que je ferai une deuxième ligne de production pour le carbone mat et satiné. Donc ça pareil, c'est du oui et non, mais pour commencer ça sera carbone brillant, ça c'est sûr. Et enfin la dernière question qui cette fois était un peu plus simple, c'était sur les logos sur le kit. Vous avez tous été d'accord sur le fait qu'il est important qu'il y ait un logo sur le kit, qu'on voit qui est écrit clairement Finalita avec le Fi de Finalita, ça c'est indéniable. Maintenant j'avais proposé si on le met plutôt en argenté ou en doré. Dans la majorité des commentaires ça a été on le met en argenté et je suis plutôt d'accord avec ça dans le sens où l'argenté c'est beaucoup plus discret, ça passe avec toutes les couleurs. Tu peux pas te tromper avec un logo en argenté. Le doré ça fait tout de suite un peu plus exclusif, un peu plus chic, un peu plus tuning, tu vois. Et ça passe pas avec toutes les couleurs. Je pense que tu as une voiture verte, le logo doré, je sais pas. Et puis ça colle pas avec la philosophie de Finalita. Finalita c'est du simple efficace. Si on commence à mettre du doré, enfin je sais pas, c'est tout de suite différent. Pas mal m'ont aussi proposé de faire à la demande, mais encore une fois, c'est le même problème que le vernis, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'organisation dans la production, arrêter la production jusqu'à une certaine étape, donc avant le vernis pour le coup, mettre les stickers quand le mec a commandé sur le site internet, en fonction de ce qu'il a demandé. Ça peut être faisable, mais je pense aussi personnellement qu'il est important que Finalita ait sa propre identité, ses propres couleurs, son propre style, sans forcément l'imposer directement.
Mais voilà, si tu veux du Finalta, Finalta c'est ce style-là et point barre quoi. Si t'es pas content, tu prends pas quoi. Donc ça va très certainement partir sur de l'argenté, un peu métallisé. Je suis en train de réfléchir pour une technique pour le faire en relief, peut-être avec de l'acrylique. C'est que l'hypothétique. Pour le moment, la ligne directionnelle, c'est de le faire sous le vernis, comme ça tu peux pas l'enlever, c'est propre à la pièce. Et puis tu vois la pièce, tu vois que c'est du Finalta quoi. Là, je te montrais que les commentaires sur Instagram, mais sur YouTube Short, c'était exactement pareil. La tendance était exactement les mêmes. Merci à toi de commenter sous ces vidéos. Ça les met en avant et comme je t'expliquais, ça met en avant le projet. Donc ça, c'est génial. Et là, on est sur la dernière ligne droite. Là, l'objectif, c'est créer le kit numéro 1 et ensuite, on fait décoller Finalta.